Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio comme chaque semaine. On va repasser en revue l'actualité du football européen tous ensemble. On est là pour partager notre passion, pour donner son avis de façon transparente et bien sûr pour discuter foot tous ensemble. Donc voilà, ce soir j'ai choisi comme d'habitude 3 thèmes, mais vous savez qu'on peut tout à fait dévier dans Buenos Aires Calcio, il n'y a absolument aucun souci si vous avez envie de parler d'autre chose. Parlons d'autre chose, mais j'avais quand même envie d'aborder déjà comment est-ce que les 4 équipes qui sont les 8 équipes qui sont en demi-finale de Coupe d'Europe ont préparé leur week-end, ont préparé leur rendez-vous européen de cette semaine. Donc voilà, on va passer un petit peu en revue les 8 équipes qui vont s'affronter, 4 en Ligue des Champions et 4 en Europa League. Donc on va regarder qui a bien préparé, qui a pas trop bien préparé. Après, est-ce que ça veut dire quelque chose ? On le verra plus tard. Des fois aussi, c'est pas forcément la réalité, mais bon, voilà. Ensuite, on va passer un petit peu par la Première Ligue. Pourquoi ? Parce que quelque chose que Buenos Aires Calcio avait un petit peu annoncé, c'était le fait que Liverpool était un petit peu en surchauffe. Ça continue. J'ai appelé ça Liverpool persénaire. On va discuter aussi du rapport entre Salah et Jürgen Klopp sur cette fin de règne. Pour les deux d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant de passer en revue ça. Et enfin, on va faire un tour européen. Alors là, j'ai intitulé ça le 20e pour l'Inter. Oui, il y a le 20e titre de l'Inter, mais il y a aussi le 12e titre du Paris Saint-Germain. Donc là, on en est à 3 grands championnats qui ont 2 grands championnats plus la Ligue 1 qui ont eu déjà leur champion. Donc Paris ce week-end et l'Inter lundi dernier. Donc on n'avait pas pu en parler parce que Buenos Aires Calcio s'est terminé juste avant le derby de la Madonnina. Donc on va repasser un petit peu en revue la saison de l'Inter et puis la saison du Paris Saint-Germain. Et puis bien sûr, il y a le Bayern qui est déjà champion, qui était champion il y a 2 semaines déjà. Donc voilà. On va passer un petit peu en revue ces 2 championnats et ces 2 champions surtout, voir un petit peu ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils sont devenus champions et pourquoi c'est aussi tôt. Donc voilà. Écoutez, commençons. C'est parti. Donc déjà bonne et mauvaise préparation. Donc il y a beaucoup de monde qui ont fait tourner ce week-end dans les 8 équipes qui sont en demi-finale de Coupe d'Europe. Et avec des succès vraiment différents. Alors on va juste un petit commentaire. Bonsoir au JCRM, comment ça va ? Ça fait plaisir que tu sois là. Bonsoir à tous, déçus pour Klopp et bon courage au futur coach. Ouais, absolument. C'est clair, c'est quand même une équipe relativement à refaire. Enfin, en tous les cas, il y a déjà Mohamed Salah qu'il va falloir remplacer. Je pense qu'il arrive un petit peu en bout de course et il a du mal à s'y faire, on dirait. Donc voilà. Mais bon, on va passer sur Liverpool, ça va être le point 2, donc on va passer sur Liverpool. Déjà, on va passer un petit peu en revue les demi-finalistes de Champions League. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Si on prend déjà la première demi-finale, celle qui intéresse en tous les cas le monde francophone, c'est Paris Saint-Germain, Dortmund. Donc Paris Saint-Germain-Dortmund. Paris a fait pas mal tourner ce week-end et rencontrait Le Havre avec la possibilité de gagner le championnat. Ils se sont fait sacrément secouer par Le Havre en fait. Donc c'était pas forcément prévu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens et c'est normal en fait. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent les demi-finales de Ligue des Champions. Enfin, qui quand tu arrives à ce niveau de compétition européenne, en fait, tu as beaucoup de mal à te donner à 100% en championnat, sachant que tu peux rater potentiellement le match le plus important de l'année. Donc c'est vrai que très souvent, c'est les matchs d'avant qui sont très compliqués. On l'a déjà dit ici dans Buenos Aires Calcio, beaucoup plus que les matchs d'après. Souvent, les gens disent « Ah ouais, il y a la fatigue, tout ça. » Ouais, mais la fatigue, en fait, il y a 2 solutions. Soit tu as perdu et tu veux te relancer, soit tu as gagné et tu es assez euphorique. Donc c'est pas trop le problème, c'est plutôt le match d'avant. Et là, ça s'est vu, donc Luis Enrique avait fait tourner, mais enfin,
on a tendance à dire comme d'habitude, et ça c'est très bien d'ailleurs, hein, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Néanmoins, Le Havre, eux, ils sont à la lutte pour la relégation, donc eux, ils n'étaient pas en train de calculer, savoir si il fallait qu'ils gagnent, qu'ils jouent, etc. Non, pas du tout. Eux, ils étaient à fond, ils ont d'ailleurs mené 3-1, finalement le Paris Saint-Germain est revenu 3-3, et à la faveur des défaites de ses poursuivants, le Paris Saint-Germain est devenu champion de France. Donc une préparation quand même pas mauvaise, parce que Gonzalo Ramos a fait une excellente rentrée et a marqué 2 buts. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que ça a finalement souligné les valeurs morales de ce groupe, d'être mené 3-1 et de finalement s'arracher avec les remplaçants pour aller chercher ce titre de champion de France. Donc pas mal, franchement, c'était plutôt bien. Et André Ayou, quel joueur, je surkiffe ce joueur. Ouais, mais toi c'est parce que t'es comment? Tu as encore les souvenirs du Marseillais, mais bon. Et donc, en l'occurrence, voilà. C'était finalement, moi, je pense que Paris s'est bien préparé pour cette demi-finale, a été challengé, donc a été obligé de réagir, et ça les met dans cette espèce de mood de chaque match est un combat, etc. Donc voilà. Au JCRM qui continue sur André Ayou. Non, même avec le Ghana, j'aime énormément ce joueur. Non, mais je suis d'accord, hein. C'était un très bon joueur, c'est un très bon joueur, c'est un joueur mi-devoir, mi-talentueux, donc c'est plutôt pas mal parce que en fait, il a quand même un peu de talent. Ça, c'est pas non plus le plus talentueux, enfin, rien à voir avec son père, par exemple. Mais je sais pas si vous le connaissez, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont très très jeunes, mais son papa, c'est Abedi Pelé. Et Abedi Pelé, c'était du ultra high, super haut niveau. Donc voilà, André, il n'en est pas du tout à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un très bon joueur. Il a du talent quand même. Et en plus de ça, c'est vraiment un joueur de devoir qui donne tout ce qu'il a sur le terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu cette grande carrière, parce que je pense qu'il a eu une carrière légèrement supérieur à son talent intrinsèque. Donc voilà, je pense que tu vois, en Angleterre, il a quand même pris des beaux contrats et tout, alors que bon, finalement, tu te dis au début, André Ayou, c'est un joueur de Ligue 1, quoi. C'est pas, ça peut pas aller, enfin, c'est pas que ça peut pas aller plus haut, mais ça peut être dans le top 5 de Ligue 1, mais après, c'est compliqué de jouer en Première Ligue. Ben, en fait, c'est bien. Donc voilà. Bref, revenons-en au Paris Saint-Germain qui finalement dans un championnat où je trouve qu'il progresse moi de plus en plus. C'est pas un Paris Saint-Germain qui a été on va dire qui a régné sur le championnat bizarrement, alors qu'ils ont beaucoup de points d'avance et qu'ils sont champions au mois d'avril. En fait, ils sont quand même allés la chercher. Et c'est quand même bien, et je trouve qu'au fur et à mesure l'équipe s'est bonifiée. Il y a de plus en plus de beaux jeux et tout, donc voilà, donc c'est pas mal, et surtout Luis Enrique a réussi à motiver l'ensemble du groupe, donc ça c'est très très bien. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir du championnat du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a 24 joueurs qui ont participé à ce championnat, et ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé au Paris Saint-Germain, vu qu'on avait toujours la même équipe type, et que dès qu'il y avait un blessé, on remplaçait juste numériquement le blessé, et puis forcément ça donnait toujours des catastrophes, parce que dans les grands matchs, très souvent les top joueurs ils sont blessés, et puis finalement le mec qui rentre, il a jamais joué, il a pas une minute de jeu, il sait pas pourquoi il est là, et c'est le match le plus difficile de la saison. Donc forcément, il se fait rouler dessus. Donc voilà. Il a une belle carrière en PL quand même. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Même en Turquie, pas mal du tout, oui, c'est vrai. Luis Enrique, un des meilleurs choix de coach après Ancelotti pour moi. Oui, je pense que effectivement, finalement, en termes de caractère, alors Ancelotti a une façon d'affirmer son caractère complètement différente de Luis Enrique. Ça n'empêche que c'est lui le boss du vestiaire. Et Ancelotti, c'est le boss du vestiaire par bienveillance. Enrique, c'est le boss du vestiaire par choix. Donc voilà. Donc c'est différent. Mais c'est clair que Paris, depuis le début, a besoin d'un boss dans le vestiaire. Un boss qui dit, en gros, c'est mon vestiaire. T'as beau t'appeler l'émir du Qatar ou qui tu veux, le président de la République, je m'en fous, je fais jouer qui j'ai envie de faire jouer et sans me prendre la tête. Donc voilà, effectivement, je pense que tu as tout à fait raison que Luis Enrique, après Ancelotti, c'est le meilleur choix de coach qui ait eu au Paris Saint-Germain, même si
techniquement et tactiquement, ils ont eu des très bons coachs, hein, entre Unai Emery, Thomas Tuchel, je pense que c'est tout. Unai Emery et Thomas Tuchel, je pense que c'est quand même des très bbons coachs aussi. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le caractère pour s'imposer et décider de tout et dire j'en ai rien à foutre. Donc ils ont Unai Emery est trop effacé, il n'a pas le charisme de ces grands managers, même si c'est un super technicien. Et Thomas Tuchel, lui, il a cette fâcheuse tendance à, en tous les cas au Paris Saint-Germain, il a essayé de se faire aimer de tout le monde, de tous les joueurs, etc. Et c'était pas du tout la bonne technique. Bon, après faut tester, hein, mais voilà quoi. Donc ça s'est pas bien passé. Pipovici, salut, hello, en retard, on n'est jamais en retard dans Buenos Aires Calcio, vu que Buenos Aires Calcio, ça se déguste comme ça, au milieu, à la fin, au petit-déj, au déjeuner, au dîner, au goûter, il n'y a aucun problème. Tu t'écouteras le début si tu as envie d'écouter le début, voilà, tu resteras jusqu'à la fin, tu partiras avant, il n'y a aucun problème. Tu es toujours le bienvenu. La gestion de Mbappé, c'est parce que c'est Enrique. Avec d'autres coachs, Mbappé, ça serait passé autrement. Luis Enrique, c'est un coach qui a osé mettre le Messi sur le banc au Barça. Oui, c'est clair, je suis d'accord. Après, il y a quand même un truc à noter. Je suis d'accord, il l'a fait au Barça et bah, Laporta, c'était Laporta à l'époque, non, c'était pas Laporta, c'était l'autre, le précédent, et allait le voir et en gros lui a dit laisse tranquille Messi sinon tu sautes. Donc après bah il a arrêté de le changer, donc bon ça c'était quand même, il a essayé mais bon ça a pas fonctionné et je pense qu'il voulait aussi préserver Messi et puis faire en sorte que si Messi était blessé, même si ça lui arrivait très rarement, que le Barça puisse savoir jouer sans lui. Donc voilà. Mais le truc, en fait, c'est que Enrique, si depuis le début de saison, il avait fait tourner Mbappé, là, je me serais dit vraiment, le mec a des cojones de compète. Mais ça n'est arrivé qu'une fois que l'information comme quoi Mbappé partait du Paris Saint-Germain a fuité. À partir de ce moment-là, il a commencé à le sortir. Avant ça, il ne le sortait pas. Donc, je pense qu'il y avait une politique du club qui lui disait en gros fais-le jouer tout le temps, on est en train d'essayer de le re-signer, donc c'est pas le moment de le faire sortir, etc. Donc je sais pas si c'est une politique du club ou si c'est lui-même s'est un peu censuré sur le tournus de Mbappé jusqu'à ce qu'il sache qu'il allait de toute façon plus rester et que donc il n'en avait plus rien à foutre d'avoir un bon rapport avec Mbappé ou pas. Donc voilà. Mais effectivement, Enrique a cette capacité à te regarder, arriver dans la salle et dire bah Mbappé il joue pas. Voilà. Et puis le match suivant, le faire rentrer à la 70e minute dans un match contre le Havre, ou alors là je dis le Havre, mais en l'occurrence c'est pas le cas, mais le Havre, et puis le match suivant, le mettre titulaire en Coupe de France pendant, je sais pas, 95 minutes, alors que tu te dis, bah là il aurait peut-être pu le faire tourner, c'est pas trop la peine. Mais bon, bref, c'est Enrique, il est comme ça, et c'est ses bons côtés et ses mauvais côtés, mais c'est aussi ses bons côtés, c'est que le Paris Saint-Germain, je pense, en est là où il en est dans cette saison, grâce à lui. Donc voilà, donc c'est pas mal. Le Paris Saint-Germain, je trouve, a bien préparé sa demi-finale. De l'autre côté, c'est le Borussia Dortmund. Alors le Borussia Dortmund, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Alors ils avaient effectivement... ils ont fait aussi un petit peu tourner, mais très très légèrement tourner. Ils rencontraient Leipzig qui se bat avec eux pour une place en Ligue des Champions. Donc très gros match, pas du tout un petit match que tu peux prendre par-dessus la jambe. Et en plus, ils ouvrent le score très rapidement par Jadon Sancho, Borussia Dortmund. Donc tu te dis, oh c'est bien parti et tout. En fait, ils ont pris une roustade 4-1 contre Leipzig. Leipzig les a dominés ensuite sur quasi toutes les phases de jeu, la contre-attaque, la possession, bref, tout était Leipzig leur a roulé dessus vraiment dans la maîtrise de l'événement. Et effectivement, franchement, c'est une équipe très très séduisante. T'as tout à fait raison au JCRM, une équipe très séduisante de Leipzig qui a atomisé le Borussia Dortmund. Et c'est vrai que qui c'est qui disait, c'est le coach qui disait en fait contre Dortmund, si tu restes passif et que tu attends et que tu subis,
tu te fais rouler dessus. Donc, ce qu'il a demandé à ses joueurs, c'est Rose, ce qu'il a demandé à ses joueurs, c'est d'agresser en fait Dortmund. Et à partir du moment où ils ont agressé Dortmund, et c'est vrai, tu l'as vu dans le match, en fait, tout d'un coup, Dortmund n'a plus réussi à construire son jeu. Julian Brandt n'a jamais réussi à avoir l'influence qu'il a généralement dans les matchs du Borussia Dortmund. Donc oui, donc c'est vraiment très clairement ce qui s'est passé. Ils ont réussi à éteindre l'activité du milieu de terrain en les agressant. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment de jeu construit à Dortmund. Et puis en plus, il y a Mats Hummels qui s'est blessé en fin de match. Donc on verra s'il va être remis ou pas, mais a priori c'est plus un coup sur le tibia, je crois. Mais bon, on va voir, hein, parce que ça peut être un très gros coup, parce que pour avoir à sortir, ça va être peut-être compliqué de jouer, même si bien sûr il y a les piqûres miracles hein, dans le football et dans le sport de haut niveau. Donc voilà, non franchement vraiment très sympa Leipzig et Dortmund qui s'est plutôt fragilisé avant son match aller contre le Paris Saint-Germain à Paris. Donc voilà, après c'est vrai qu'ils ont quand même l'avantage de recevoir à Dortmund. J'allais paraphraser Patrick Vieira en disant l'avantage de recevoir à la maison à domicile. Donc voilà, non, l'avantage de recevoir au match retour le Paris Saint-Germain à Dortmund. Donc ça c'est vrai que c'est quand même un très gros avantage quand tu as le Signal Iduna Park comme stade avec le mur jaune. Alors même si le mur jaune en Ligue des Champions il est un peu plus petit, moins costaud qu'en championnat, c'est quand même un sacré avantage. Mais à part ça, sinon c'est vrai que c'est mal barré. On va voir ce que Luis Enrique réserve à Dortmund. Un petit tour dans les commentaires. Beaucoup qui doutaient de Openda à Leipzig, il a bien fait fermer des bouches. Et Sesco, quel joueur, hâte de le voir titulaire à Chelsea. J'espère qu'il sera titulaire à Milan. Mais bon, si tu veux le voir titulaire à Chelsea, tant pis. Mais je pense que Chelsea, franchement, pour signer à Chelsea, quand tu es un prospect en ce moment, faut quand même que tu sois sacrément fatigué ou alors qu'ils te proposent un salaire défiant toute concurrence. Mais là, Chelsea, normalement, ils vont être relégués en Championship. C'est pas possible. Si Everton prend 8 points parce qu'ils ont dépensé 30 millions de trop, mais Chelsea, ils vont prendre combien de points en fait? Ils vont prendre 200 points. Ils vont descendre directement en 4e division anglaise. C'est pas possible, en fait. Les mecs dépensent comme des jobards, ils gagnent rien. Ils sont 11e du championnat depuis 3 ans. Il y a un problème quand même. Mais bon, bref, je sais pas. En tous les cas, tout prospect normalement constitué qui signe à Chelsea, je pense, n'a pas compris ce qu'était le football de haut niveau de 2024. Et Chelsea, on comprend bien que c'est une gabegie sans fin, quoi. Ils continuent à recruter, les gars. C'est des oufs. Hein. Franchement, c'est des oufs. Je sais pas où ils vont, mais c'est des oufs. Pipovici, la Bundesliga dans son ensemble a retrouvé de sa splendeur à l'image de la Serie A ces dernières saisons. C'est un championnat hyper intéressant à suivre cette année et la saison prochaine semble être alléchante d'avance. Et oui, tu as tout à fait raison, je suis d'accord, et la Bundesliga a retrouvé une densité comme la Serie A en fait, vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de balade. Tu rencontres n'importe quelle équipe du top 6, 7, 8, tu galères en fait. Et c'est vrai que entre Leipzig, Stuttgart, Dortmund, le Bayern Leverkusen, Francfort, etc. Alors Francfort c'est tout ou rien. Francfort autant ils peuvent atomiser, autant 3 matchs d'affilée ils prennent des roustes de l'espace. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu le Brighton on va dire. Alors même si c'est pas du tout le même esprit, mais c'est un peu le Brighton de l'Angleterre. Brighton des fois t'as l'impression que c'est la meilleure équipe d'Europe. De temps en temps t'as l'impression que c'est ton équipe de toi quand tu jouais quand tu étais petit. C'est-à-dire que moi, des fois, je croisais Créteil-Lusitanos, il me mettait, Lusitanos, il me mettait 12-0, tu vois, par exemple. Voilà, des fois, tu as l'impression que Brighton, c'est ça, en fait. Les gars sont là par hasard, ils savent plus jouer au football, il y a plus rien qui marche, ils en prennent 12. Donc c'est bien d'être Zerbi, j'aimerais bien qu'ils viennent à Milan ou en Italie, qu'ils reviennent en Italie, mais des fois, ça me fait peur quand même. Ces équipes, elles me font vraiment peur. Bon, bref. Tu as vu ce qu'a dit Zagadou sur le mur jaune? Pas du tout, j'ai pas vu ça. Je sais pas ce qu'il a dit, désolé. Si tu peux me dire. Cotonujo, salut, t'es en retard? Mais non, mais il n'y a pas de retard, ce que je disais à Pipovici. Buonasera Calcio, ça se déguste n'importe quand, à n'importe quelle heure.
quand vous voulez, il n'y a pas de retard, vous prenez ce que vous voulez, vous réécoutez en podcast, vous regardez la vidéo sur YouTube, sur Twitch, bref, faites ce que vous voulez. Forza Atalanta, ouais, effectivement, bien, en ce moment là, t'es dans une pleine bourre au Cotonou Joe de compète, donc c'est bien, espérons que demain, jeudi, ça continue. D'ailleurs, Milan, ils prennent qui à Chelsea cette saison au Mercato? Ah oui, nous, effectivement, nous, on rend service à Chelsea. Le but du jeu, c'est que, tu vois, on essaye d'équilibrer leur compte. Donc, en gros, Milan se porte acquéreur de tout joueur de moins de 25 ans qui sort de Chelsea, donc clairement. Et qui vaut $32 aussi, parce qu'on n'a pas de budget supérieur à 32 €. Donc ça, c'est aussi un truc. Je sais même pas te citer un joueur de Chelsea, franchement. Tu peux dire n'importe quel nom, ça marche, vu qu'ils ont 1200 personnes dans leur effectif. Tu dis un nom, Robert Martin, il y est, c'est sûr. Si on cherche bien, il a été transféré par Chelsea, c'est sûr et certain. Donc, il n'y a aucun problème, t'inquiète. Un jour, il jouait contre Madrid, il était sur le banc, le mur jaune faisait tellement de bruit qu'il avait dû prendre un Doliprane. Ah oui, c'est vrai. Excellent. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Ah ouais, ouais. Il l'a dit hier à Téléfoot. Ah, alors là, au JCRM, respect. Ça fait... alors, vous savez, mon amour du football, quand même. Mais ça fait, je sais pas, 15 ans que j'ai pas regardé Téléfoot. Franchement, respect. Je savais même pas que ça continuait, en fait, Téléfoot. Donc, moi, c'est bien. Je sais même pas de quoi ils parlent, parce que je crois qu'ils ont zéro droit, ils ont que dalle, ils doivent interviewer des gens, juste. Enfin, je sais pas, tu me dis, j'ai pas d'idée, en fait. Pipovici, Deserbi, c'est toujours mieux que Lopetegui. Ouais. Tu sais que j'ai signé... Juste pour vous dire, là, il y a ma vie de consultant du football, avec mon avis, on va dire, objectif, et en tous les cas, j'essaye d'être objectif et posé sur le football lorsque je parle, même si c'est l'Inter, la Juve ou, je sais pas, Manchester City. Je prends au hasard les équipes que, on va dire, je porte pas dans mon cœur, mais j'essaye d'être absolument objectif sur ces équipes-là. Mais là, en l'occurrence, j'ai signé la pétition Lopetegui. Oui, non, là, c'est bon, Lopetegui, ça va, c'est gentil, merci. D'ailleurs, je vous invite, je l'ai posté sur Twitter. Si vous n'avez pas envie d'avoir Lopetegui à l'AC Milan, n'hésitez pas. Vous suivez le petit lien que j'ai mis sur mon compte Buonasera Calcio et vous pouvez signer la pétition. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir d'expliquer à l'AC Milan que Lopetegui, non, c'est pas possible. Donc tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, mais tu nous trouves un coach. Un coach bien, s'il te plaît. Voilà, tout simplement. Au JCRM, il achète le 11 magazine au kiosque, je suis sûr. Diogo Tunuccio. Oui, ça existe toujours, c'est Margoton qui présente et il y a Bichente à Téléfoot ou Mavuba et c'est très bien. Bah écoute, je dis pas qu'un dimanche matin, je vais pas me mettre devant parce que ça fait, mais je te promets, 15 ans que j'ai pas regardé Téléfoot. Mais vraiment, alors là, tranquille, easy. Ok, donc parce qu'à un moment c'était vraiment parti enfin je trouve que c'était la décrépitude, je trouve que ça renvoyait tellement une image vieillotte du football que en fait j'ai déconnecté quoi. Tu sais quand à un moment tu regardes en permanence Canal+, beIN Sport, même RMC Sport dans certaines mesures, des fois ils ont été un peu innovants. Tu vois, c'est en tous les cas des médias qui ont été innovants pour le football. Alors Canal+, ils ont inventé le football à la télé et là je parle carrément vraiment au niveau limite mondial. Ça a été dans les années 80 et 90 un phare dans la nuit pour tous les producteurs de football à travers le monde, vraiment. Et en plus des innovations technologiques qui vraiment ont changé la donne, comme je sais pas si vous vous souvenez de la Superloop ou des trucs comme ça. C'est des trucs qui ont été vraiment mis en place par Canal et le traitement éditorial du football de Canal+ a été repris partout dans le monde parce que c'était vraiment un modèle du genre. Je vous parle des années 80, 90, 2000. Maintenant, ils se sont fait rattraper et là, maintenant, je trouve qu'ils reviennent un petit peu à quelque chose de plus intéressant. Mais bon, voilà. Après, ils ont encore du travail parce qu'en fait, ils se sont un petit peu endormis sur leur laurier. Je regardais que Cazard sur Canal, dit Okotonojo. Bah moi j'écoute Cazard maintenant, il me fait toujours marrer. Il est vraiment il est vraiment incroyable ce mec. Donc voilà, moi il me fait vraiment marrer. RMC Sport pour la Ligue des Champions, c'est masterclass. Djourou il est excellent. Ouais c'est vrai, non c'est vrai. Djourou pas mal. D'ailleurs je l'ai vu là. Je l'ai vu où ça ? Je l'ai vu sur les réseaux sociaux où il a fait une
une intervention en Suisse, je crois à Genève. Ouais, non, il est revenu en plus un petit peu aux origines et c'est bien. Non, Djourou, c'est un mec bien. Je l'ai croisé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à la gare de Genève. Donc voilà, bref. Les meilleurs commentateurs, ils sont à l'équipe. Ah non, ils sont ultra passionnés, oui, d'accord, mais ils sont nuls. Donc voilà. Ah non, franchement. Après, bon, je respecte Deva Padou, mais le petit monsieur là qui s'énerve tout le temps là, c'est pas possible. Tu peux pas écouter un truc avec lui. Elvin, voilà, excellent, c'est un YouTuber qui bosse pour 90 minutes. Ryu. Non, moi je peux pas. Là, j'avoue, je peux pas. En fait, il me fatigue. Au début, ça m'amuse, 2 minutes, et à un moment, il me fatigue. Mais je suis obligé de regarder quand même, parce que la Coupe d'Italie, c'est une super compète, et c'est toujours sur l'équipe. Donc je suis obligé de regarder. La Coupe d'Espagne aussi. Donc ouais, je regarde. RMC Sport, heureusement, ils ont le MMA que j'aime beaucoup parce que niveau foot, c'est léger. Ah bah là, oui, ils ont plus rien. Là, ils ont la Ligue Europa. Tu sais que j'ai pris 1 mois d'abonnement à RMC Sport juste pour regarder AC Milan-Rome. J'aurais pas dû. Bon, voilà, c'est tout. Mais bon, bref. Ils ont la Ligue Europa en direct, tous les matchs, contrairement aux autres, mais c'est absolument tout. Hein. Ils ont rien d'autre. Hein. Et après, effectivement, ils ont le MMA, donc ils ont l'UFC, mais DAZN a le PFL, bref. Donc ouais, en MMA, tu peux trouver un peu quand même des trucs ailleurs. Et l'équipe TV, d'ailleurs, a MMA classique. Avec des vieux matchs de l'UFC, enfin quand je dis des vieux, c'est pas forcément il y a 20 ans, mais des matchs en tous les cas classiques, et c'est des très beaux combats, très, très souvent. Bref, on va pas parler MMA ce soir, mais néanmoins ça existe. Donc oui, Dortmund, mauvaise préparation. Ils ont pris une roustade, je pense que ça les a ébranlés, et ça a aussi montré un petit peu la voie au Paris Saint-Germain, comment bouger ce milieu de terrain et réduire l'influence de Julian Brandt, qui est vraiment la plaque tournante de cette équipe. Donc voilà, on va voir un petit peu comment le Paris Saint-Germain va s'organiser autour de ça. Marseille, alors non, on va terminer avec la Ligue des Champions quand même. Le Real a fait beaucoup tourner, a gagné 1-0 contre la Real Sociedad, et effectivement ils sont maîtrisés plus ou moins les choses. Alors bon, il y a eu des buts refusés, etc. Alors à juste titre, hein, c'était pas scandaleux, mais bon, ils ont concédé des actions, mais en même temps c'était l'équipe W, hein. Ils ont mis, alors Ancelotti, c'est simple, il a dit, alors j'ai combien de titulaires? J'en ai 11, ok, on les sort tous, quasi, hein, et on en met 11 nouveaux. Donc forcément il manquait un petit peu de repères dans l'équipe, donc même s'il avait laissé quelques titulaires, mais c'était en très généralement des remplaçants, avec un Modric qui débute le match, bref, il y avait Brahim Diaz aussi, etc. C'était assez, voilà, c'était assez fouillis. Mais bon, Rosselló titulaire, tout ça. Donc, mais ils ont réussi à s'en sortir, et puis de toute façon, bon, ils sont champions quasi, donc même s'ils perdaient ce match-là, c'était pas dramatique. Il a fait reposer ses cadres, ils en ont bien besoin, parce que ça va être éreintant encore ce match contre le Bayern. D'ailleurs, ça va être franchement le feu d'artifice de la Ligue des Champions, c'est le classique des classiques de la Ligue des Champions. Real Madrid-Bayern, et pas que pour les dernières confrontations des années 2010, hein. 2010 en tous les cas, mais depuis le début de l'histoire de la Ligue des Champions, les Real Bayern est le choc qui a eu le plus lieu en Ligue des Champions. Donc voilà, donc c'est vraiment un classique de la Ligue des Champions. Donc chapeau, j'ai vraiment hâte d'être devant ce match-là, parce que c'est deux énormes mastodontes qui s'affrontent, et le Bayern, quand il est là, il est rarement là par hasard. Et je vous rappelle que la dernière fois qu'il y a eu 2 équipes allemandes en demi-finale de Ligue des Champions, c'était Dortmund et le Bayern, et ça s'est terminé par une finale Bayern-Dortmund avec une victoire du Bayern en 2013. Donc voilà, je vous dis, c'est chaud. faut pas les prendre au hasard, faut pas les prendre à la légère. Au JCRM, quoique on va parler de Liverpool, un Fight Club Salah, oui absolument, on va parler de ça en direct sur RMC Sport. Le but de Salemaker, il est beau ce week-end, c'est vrai, il est beau.
C'est pas... Voilà. Mais de toute façon, Saelemaekers, il met souvent des beaux buts. C'est un beau joueur, en fait. Le problème, c'est qu'il est pas constant. Il est pas... Mais tu te souviens le but qu'il met contre Naples la saison dernière où t'as l'impression qu'il avait une PlayStation, il a dribblé 4 joueurs dans la surface avant de marquer. Donc voilà. OGC Nimes qui parle de 2013, bien sûr. La finale de Ligue des Champions, Bayern-Dortmund. Donc oui, le Real, donc qui a plutôt bien préparé sa demi-finale, tranquillou, bilou, ils ont gagné 1-0, ils sont champions de plus en plus, hein, là, maintenant il reste plus beaucoup de doutes sur le fait que le Real, peut-être la semaine prochaine, peut être champion, et effectivement, ils ont fait tourner en plus quasi tout leur effectif, donc chapeau Ancelotti et le Real. En face, le Bayern a mis une roustade, donc voilà. En revanche, ils n'ont pas trop fait tourner, eux. Je pense qu'ils ont besoin aussi de certitude. Hein. Ils sont pas, c'est pas comme le Real qui quand même a énormément de certitude depuis le début de saison. Donc voilà. Là, en l'occurrence, le Bayern a explosé tout et Harry Kane il en est à 42 buts en 42 matchs. Et je vais dire quelque chose qui est très important que tout le monde écoute. Parce que peut-être ils n'ont pas bien compris, mais le seul joueur qui est au-dessus de ça cette saison, c'est Kylian Mbappé, avec 43 buts en 42 matchs. Donc, et c'est là où la discussion entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, qui est le meilleur, en fait, n'a même pas lieu d'être. Depuis 7 ans, Kylian Mbappé montre que c'est le meilleur. Avec Vinicius, peut-être tu peux avoir la discussion avec Vinicius si tu veux. Ok, d'accord. Mais le reste, personne ne peut discuter avec Mbappé. Jude Bellingham a fait 6 mois incroyables. Depuis ces 3 derniers mois, c'est quand même beaucoup moins bien, même si c'est toujours le beau milieu de terrain qu'on avait vu à Dortmund, mais c'est pas le meilleur joueur de la planète, faut pas halluciner. Et Erling Haaland, lui, s'est complètement éteint. Il a fait une saison stratosphérique, et ce qui est très très bien. Hein. Déjà, faut la faire. Hein. Il y a des gens, ils la font jamais. Mais tu peux pas comparer en fait la régularité d'Mbappé et les gens qui disent oui, mais il marque qu'en championnat. En fait, non, il marque pas qu'en championnat parce qu'il marque plus que Erling Haaland en Ligue des Champions. Donc ça n'a rien à voir avec le niveau des attaquants, des adversaires. Je suis absolument pas pro Mbappé ou pro Paris Saint-Germain, loin de là, on en est très très loin, mais il faut rendre à César ce qui est à César en fait. Tu peux pas tester Mbappé depuis ces 7 dernières années. Il n'y a pas au-dessus en fait en termes de joueurs décisifs en fait. Et encore, à part, je te dis, Vinicius ces 3 dernières saisons ou 3-4 dernières saisons, 3 dernières saisons, mais sinon il y a personne qui est à son niveau quoi. Donc voilà. Mais bon, après ce n'est que mon avis. Mais le goal de Scamacca en coupe contre la Fiorentina, il est incroyable. De toute façon, Scamacca en ce moment, il est on fire. C'est hallucinant. Donc voilà. Pipovici, Scamacca, il a fait une fin de saison digne d'un Ballon d'Or. C'est dingue. Peut-être pas Ballon d'Or, mais franchement, d'un bomber italien à l'ancienne, et ça fait très plaisir. Est-ce qu'il pourra maintenir ça, parce que c'est son gros problème, la régularité, parce que Scamacca depuis très longtemps, depuis ses débuts, même quand il est sorti du centre de formation de la Roma à coups de batte de baseball de son père, on savait qu'il était talentueux. Donc voilà, mais le problème c'est qu'il a jamais su le démontrer sur du long terme, sur toute une saison, etc. Il a des éclairs de génie. Maintenant, est-ce qu'il va réussir là à maintenir ce niveau-là? Ce serait top. Hein. Ce serait top. Pour moi, vu son âge, il est encore jeune. Il n'y a que Saka qui peut s'asseoir à côté de Mbappé. Ouais. Non, mais franchement, Saka, c'est un bon joueur. Mais c'est vrai. C'est un bon joueur. Maintenant, je sais pas. Pour l'instant, je le mets pas encore. Je trouve pas qu'il a transformé. Tu vois, en fait, des fois, il y a des gros matchs quand même de Saka. Des très gros matchs. Alors je dis pas que Mbappé ne rate ne rate jamais un gros match. Ça c'est pas, bien sûr il en rate de temps en temps. Mais très souvent dans les gros matchs il est présent. Et Saka très souvent dans les gros matchs il est pas présent. Et ça m'embête un peu. C'est encore la limite que je lui trouve. Alors, je parle même pas d'Haaland, hein, parce que bon, je pense que quand même, là, on est tous d'accord pour se dire que dès qu'il y a un gros match, il est pas là. Donc voilà. Après, ça arrive à des gens très bien. Hein. Ibrahimovic avait ce problème-là. Bon, c'est pas pour ça que c'est pas un des meilleurs attaquants de ces 20 dernières années, Ibrahimovic.
mais il n'est pas là. Il n'a jamais eu de ballon d'or aussi pour ça. Parce que dans les très gros matchs, quand tu dois faire basculer ton équipe, en fait, t'es pas là. Mbappé, il a prouvé à plusieurs reprises déjà, que ce soit en Coupe du Monde 2018, que ce soit même en Coupe du Monde 2022, que ce soit avec le Paris Saint-Germain contre des très très grosses équipes, que lui, il arrivait à faire basculer les matchs. Donc voilà, c'est un peu... voilà. Et sur du très long terme. Sur 7 ans, c'est énorme. Au JCRM, j'espère que l'Italie a son 9 pour l'Euro. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien. On le veut au même niveau. T'as Lautaro qui est bien plus fort qu'un Saka, déjà, pour moi. Oui, alors pas du tout le même joueur, mais c'est clair que pour moi, Lautaro, c'est limite cette saison. Si on parle purement neuf, probablement le meilleur neuf de la saison. Et là, je parle vraiment purement neuf. Comme Erling Haaland était purement neuf la saison dernière, et c'était la saison dernière le meilleur neuf du monde, ça, il n'y a aucun souci. Je pense que cette année, Lautaro est le meilleur neuf d'Europe à l'heure actuelle, mais 9-9. Saka, c'est quand même beaucoup plus un ailier, déjà un peu plus playmaker normalement, etc. Lautaro, bon, à part de la remise, des contre-appels, des choses comme ça, il crée pas grand-chose, ou des fois il décroche un peu vite fait, mais appui remise, tout ça, et il essaye d'aspirer les défenseurs centraux, mais c'est pas foufou, c'est un peu... voilà. Mais au moins, il sait le faire, lui. Contrairement à Erling Haaland, jouer dos au but, aspirer son défenseur, essayer de jouer en remise, conserver la balle pour laisser le temps au bloc de remonter, il le fait. Chose que Erling Haaland, avec son physique, pourrait tout à fait faire, mais il le fait pas. Alors on sait toujours pas, c'est l'œuf ou la poule, est-ce que c'est Pep Guardiola qui lui demande ou c'est Erling Haaland qui le fait pas, parce qu'il le faisait pas à Dortmund, il le faisait pas non plus à Salzbourg, donc quelque part, tu te dis, c'est peut-être pas Pep Guardiola le problème. Mais bon, bref, voilà. Saka n'a que 22 ans, Mbappé doit être bientôt à 25 déjà, et Lautaro 27-28. Pour moi, Saka, c'est le futur, vous verrez. Ah, mais je suis sûr que ça va devenir un très bon joueur, Saka. Maintenant, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que Saka va être l'exception qui confirme la règle en Angleterre, ou alors est-ce que ça va encore donner un Marcus Rashford, Jadon Sancho, etc., etc. Moi, j'ai l'impression que la superstar de demain, c'est Phil Foden. Voilà. Si on parle vraiment anglais. Et une des superstars à l'heure actuelle, moi, cette saison, s'il y a quelqu'un qui peut rivaliser avec Kylian Mbappé, cette saison, c'est Phil Foden. Donc voilà. Même si Mbappé, alors bon, cette saison, c'est un peu bizarre de la prendre en truc, parce que moi, je trouve qu'il fait pas une super saison, Mbappé, mais il en est à 43 buts en 42 matchs. Donc, quelque part, tu te dis, oui, ok, le mec est sur une planète inconnue. Enfin, connue des deux psychopathes qui ont régné sur l'Europe pendant 15 ans. Mais à part ça, c'est une planète inconnue, marquer 43 buts en 42 matchs. Surtout pas pour un numéro 9. Encore, Harry Kane est un numéro 9. Mais c'est vrai que, tu vois, je pense quand même que Phil Foden, c'est le seul, là, qui, à l'heure actuelle, moi, cette année, si on me dit à qui tu donnes le ballon d'or, oui, ok, Phil Foden va pas gagner la Ligue des Champions. D'accord. Mais il va peut-être gagner l'Euro. Il y a quand même de bonnes chances avec l'équipe qu'il a. Il va probablement gagner le championnat et il va gagner la Cup. Donc voilà, donc enfin, bon, on sait jamais, il y a toujours des surprises, mais bon, c'est quand même Manchester United en face. Donc c'est vrai que tu te dis, Phil Foden, moi je le vois plus Ballon d'Or que comment il s'appelle, que le joueur du Real, que Bellingham. Perso, je trouve qu'il est meilleur, intrinsèquement il est meilleur que Bellingham. Donc voilà, je sais pas. Pipovici qui dit je préfère Foden encore que Saka. Ah oui, moi aussi, Pipovici, je suis d'accord avec toi. De ouf. On est souvent d'accord sur les joueurs. Oui, mais en Ligue 1, on verra au Real s'il marque autant de buts. Au JCRM. Franchement, j'ai une très haute estime de toi sur tes connaissances footballistiques. T'as regardé la Liga récemment ? Le niveau. Là, hier, t'as regardé le derby de Séville, Betis FC Séville. C'est... Bon, en fait, on peut le dire, c'est nul. Donc, c'est simple. Je préfère regarder un Brest-Le Havre qu'un Betis-Séville, FC Séville. Donc, je pense, oui, sincèrement, que Mbappé va marquer beaucoup de buts. Ils sont nuls. C'est nul. Ce championnat est nul. Il y a 2 équipes qui s'en sortent à peu près. Le reste, c'est nul. Mais franchement, je le dis, je suis désolé de le dire. Peut-être qu'on en reparlera dans 2 ans
dans 5 ans, dans ce que tu veux, ça change pas que c'est nul. Donc oui, je pense que s'il va en Espagne, Mbappé, il va cartonner, il va éclater tout, ils sont nuls. Franchement, ils sont super nuls. Leur équipe, elle va à 2 à l'heure, les joueurs, ils sont à 2 à l'heure, c'est incroyable. Alors techniquement, oui, ils savent faire un contrôle et ils savent faire une passe. Mais alors, il n'y a aucun dynamisme, il y a que dalle. Quand l'autre il va débarquer, qui va mettre des accélérations dans tous les sens, comme Vinicius fait, hein, bah en fait les autres ils sont perturbés, ils sont pas habitués. Hein, ils jouent normalement ils jouent dans un fauteuil roulant, donc ils sont pas habitués à avoir des gars qui courent aussi vite et qui sont aussi techniques. Donc non, je pense que ça va être vraiment très bien. Le problème c'est que si on regarde la Liga par le prisme du Real et du Barça, on a l'impression que c'est un bon championnat. Mais en fait, c'est nul. Mais vraiment, et c'est le gros problème. Et c'est pour ça que tu n'as plus aucune équipe espagnole en Ligue Europa, en Conference League. Parce que, en fait, la densité du championnat, elle est éclatée au sol. C'est nul de chez nul. Donc, et c'est ça qui donne le niveau d'un championnat. Je le redis, je le confirme. Les championnats, tu sais s'ils sont forts, s'ils sont toujours présents en Europa League et en Conference League. C'est pour ça que la Serie A est toujours là, que l'Allemagne est toujours là, etc. Parce que, en fait, c'est des championnats très très denses. Donc voilà, beaucoup plus que l'Angleterre, par exemple. Où l'Angleterre, tu as 4 têtes d'affiche, même 3 têtes d'affiche incroyables, vraiment, Arsenal, Manchester City et Liverpool, même si je trouve qu'ils sont en surchauffe. Et les autres, derrière, c'est pas du tout au même niveau, en fait. Alors que, tu vois, t'as l'impression que tu t'emballes pour une équipe comme Aston Villa. En fait, en Europe, Aston Villa, c'est pas, tu vois, c'est pas foufou, quoi, en fait. Donc voilà. Donc je suis circonspect quant au niveau du championnat d'Espagne. Donc voilà. Il évolue en Ligue 1 Chips. La Liga, c'est limite plus facile que la Ligue 1 pour planter. C'est possible, hein, il y a des clubs, Cadix, des trucs comme ça, mais tu te dis Grenade et tout. Waouh, mais c'est chaud, comment c'est pas possible, en fait. La Ligue 2 commence à la 8e place, en fait, en Liga. Vraiment, c'est nul. C'est incroyable. Regarde Messi, il a rien fait. Ah oui, en Ligue 1. Au Soulier d'Or, Mbappé est 3e pour le moment. C'est qui c'est quoi le classement? Parce que bon, après oui, il y a Soulier d'Or, mais tu sais qu'après, en plus le Soulier d'Or, il est pondéré en fonction des championnats. Hein. C'est-à-dire que ton but, si par exemple tu marques 30 buts en championnat croate, ça vaudra pas 30 buts en championnat de France par exemple, ou d'Angleterre ou d'Italie. Donc voilà. Las Pompas des Bicicletas. Les pompes à vélo en espagnol, bravo. Toujours pas de stream, _nitro, salut, ça va, bienvenue. Le premier joue demain, le deuxième joue en Bundesliga. Xavi, il reste aussi, je le sentais venir, ça aussi. En fait, tu sais pourquoi il reste finalement, Pipovici, Xavi? Il reste parce qu'en fait, le Barça, Xavi a dit, moi, il n'y a pas de problème, je m'en vais, mais je prends ma dernière année de contrat. Et le Barça a pas d'argent. Ils ont dit, ok, ça te dit pas de rester plutôt? Donc voilà, tout simplement. Et ça c'est a priori, vraiment, d'après ce que j'ai lu, de gens introduits, ça s'est vraiment passé comme ça, plus ou moins. On va dire qu'il y a peut-être eu un petit dialogue autour, mais le problème, c'était là. C'était vraiment ça. C'était le souci, c'était juste, écoute, tu t'es sûr que tu veux ta dernière année de contrat? Ok, on peut pas te la payer, donc il faut que tu restes. On peut pas payer un nouveau coach et te payer ton année de contrat. Donc voilà, c'est réglé. Après, franchement, ces derniers temps, ce que fait le Barça, c'est plutôt pas mal. Tu peux pas dire, même le Classico, ils auraient dû le gagner, etc. Honnêtement, hein, il faut le dire. Hein, franchement, ces derniers temps, le Barça, c'est pas mal. Contre le Paris Saint-Germain, ça tourne du côté du Paris Saint-Germain. Mais bon, sans le carton rouge, honnêtement, est-ce que ça tourne dans ce sens-là? Non. Le carton rouge, il y est. Pour moi, il n'y a pas photo, mais qu'un gars comme Araujo pète un plomb comme ça à ce moment-là. Bon, il est jeune, il est en train d'apprendre. Mais c'est quand même pas, tu peux pas prévoir ça, quoi. Quand il y a un 0, Paris, ils n'existent pas. Donc voilà. Donc ça veut pas dire qu'ils auraient pas réussi à retourner la machine, mais pas de cette manière-là, pas de façon si spectaculaire, en étant à 11 contre 11. Ils y arrivaient pas. Ils y étaient pas. Donc il y a un moment donné, en fait, à ce niveau-là, quand tu perds un joueur,
c'est quasi injouable parce que les équipes en face de toi, elles sont trop fortes en fait. Donc voilà. Donc non, le Barça, c'est quand même pas trop mal, il faut le dire. Moi, vous savez, enfin bref, je sais pas si vous savez, mais vous savez ce que je pense du Barça, mais voilà, il faut l'avouer quand c'est bien. Donc là, en ce moment, c'est bien. Donc voilà. Alors les deux premiers, une idée. Les deux premiers, alors vas-y. Alors donc les deux du soulier d'or. Au soulier d'or, Mbappé est 3e pour le moment. Le premier joue demain. Et demain, alors finalement demain c'est quoi? On est bien d'accord que c'est Dortmund, hein, non? Ou alors c'est parce que sinon c'est Harry Kane, tu vas me dire, je pense. Mais je crois qu'Harry Kane il en est à 42 buts, hein. Donc à mon avis, c'est pas Harry Kane. Le premier joue demain. Attends, le premier joue demain. Ah, c'est un joueur des Seattle Sounders, non? Parce que demain, il y a la 4e journée du championnat des États-Unis, Philadelphia Union contre Seattle Sounders. Ça doit être ça, non? Je vois que ça comme explication à ce mot. Donc demain, Bayern Munich Real. Bah, je pense que c'est, je sais pas, on va dire Harry Kane est le premier. Ah ok, mais je croyais qu'il était à 42 buts en 42 matchs et que Mbappé était à 43 en 42. Ok. Et le deuxième joue en Bundesliga. Bah c'est pas Guirassy? Est-ce que ce serait pas Guirassy, ce petit psychopathe là? C'est bien possible que ce soit Guirassy. Ah, Guirassy, si, il a dit au JCRM. Donc, les deux meilleurs buteurs d'Europe sont en Bundesliga. Tu vois, déjà, ça dit quand même des choses du retour de la densité de la Bundesliga, ce qu'on disait, tu vois. Et puis en plus, les deux sont pas au Bayern. T'en as un qui joue à Stuttgart quand même. Donc, respect, quoi. Donc, voilà. Ok. Donc, Guirassy, le deuxième, Harry Kane, le premier, et Mbappé, le troisième, mais c'est bizarre. J'avais l'impression qu'il avait marqué 43 buts en 42 matchs. Bref. Donc voilà. Et le quatrième, Lautaro, 5 Openda. Ouais, et il y en a quand même 3 sur 5 qui jouent en Bundesliga quand même. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est bien. Hein. Bon, après, Openda, il a marqué beaucoup de buts ce week-end. Bref, donc voilà, en Ligue des Champions, il y a des gens qui ont bien préparé, mais du côté du Bayern et du côté du Real, les deux se sont bien préparés, sauf que le Bayern n'a pas fait tourner, mais c'est pas forcément ce qu'ils recherchent non plus. Donc voilà. Ah, classement du 22 avril. Ouais, mais bon, on est le 29, il n'y a pas dû non plus y avoir foufou. Mbappé il a marqué un quadruplé ce week-end, ils ont fait 3-3. Bref. Donc voilà. Après Marseille s'en est tiré encore à l'arrache.com dans son match de championnat. C'est incroyable. En ce moment, c'est vraiment l'arrache.com. Mais bon, oui, le BVB a perdu salement. On a commencé par lui au Cotonou juste avant que tu arrives. Donc oui, effectivement, ils se sont fait atomiser par Leipzig, qui est bien hein, en plus. Hein. Donc oui, donc Marseille à l'arrache.com. Compliqué, mais encore une fois dans leur esprit de toute façon Marseille n'est pas une équipe cette année qui maîtrise quoi que ce soit dans le jeu, c'est pas du tout le truc, tout est au forceps, au mental, au moral, c'est même plus au mental, c'est au moral quasi. Ils sont toujours dans la réaction, dans je m'arrache. Quand tu vois la tête de Verretou à la fin des matchs, tu te dis c'est pas possible, il va mourir à un moment, enfin on va tous mourir, mais il va mourir plus tôt que les autres. Donc voilà. Ce que je vous souhaite pas. Hein. Je touche du bois pour Verretou. Mais le gars c'est incroyable. Il court pour 8. Donc non, franchement, ouais, c'est compliqué pour l'OM, mais ça passe toujours. Donc va savoir. Peut-être qu'en Europa League, en plus, match aller à Marseille. Bon, ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir le match retour à Marseille, pour Marseille. Mais c'est vrai que le match aller à Marseille, s'ils font un petit peu comme Villarreal, c'est-à-dire qu'ils les saisissent, bam, ils leur mettent une roustade 4-0. Je vais vous dire après ce que j'en pense, hein, mais on ne sait jamais. Même avec le retour à Bergame, tu peux t'en sortir, tu peux prendre 3-0 seulement au retour. Donc voilà. Bon, et de l'autre côté, l'Atalanta, bah, on en a parlé, Scamacca, les buts fantastiques, tout ça, ils sont on fire en ce moment, ils jouent la 5e place, ils reviennent un petit peu sur la Roma, donc bon,
Ils sont dans une très bonne dynamique, même si ils ont pas, ils ont pas pris beaucoup de points ce week-end, mais ils sont quand même dans une bonne dynamique. Donc c'est possible. Je pense que l'Atalanta, moi, en tous les cas, intrinsèquement, l'équipe de l'Atalanta est plus forte que celle de Marseille. C'est clair. Physiquement, ils sont beaucoup plus forts que Marseille, mais en même temps, l'Atalanta, cette équipe, et même depuis quelques années, mais cette équipe en particulier est plus forte physiquement que, je pense, 89% des équipes du top 4 européen. Donc voilà, ils sont monstrueux physiquement, c'est des Golgoth à tous les postes, même leur gars technique, c'est un Golgoth. Donc de Ketteler et je sais pas, et on va prendre Pasalic ou des gars comme ça, c'est des Golgoth. Le seul qui a une taille à peu près normale, c'est Lookman, mais il a une vivacité aussi, Lookman. Donc voilà, donc moi je pense vraiment que l'Atalanta est au-dessus. Même si le match aller à Marseille va être compliqué, va être difficile justement dans cette espèce de chaudron, parce que quand même le Vélodrome, il faut le dire, c'est un endroit vraiment spécial. T'as beau dire tout ce que tu veux, être pour Paris, être pour pas aimer Marseille, ce que tu veux, le Vélodrome, pour y être allé, c'est un endroit spécial. donc voilà, il y a quand même un bruit pas normal dans ce stade, et ça c'est un peu, il y a des stades comme ça, hein, comme San Siro, comme effectivement le Vélodrome, comme le Signal Iduna Park, effectivement c'est Iduna Park d'ailleurs, voilà, Iduna Park, la dyslexie. Donc oui, c'est un endroit spécial et peut-être qu'ils vont galérer pour réussir à gagner le match aller. Mais bon, il y a de l'espoir. Donc voilà. C'est le Bayern. Alors le Bayern, on va passer sur l'autre demi-finale. Le Bayern, eux, ils ont fait encore une remontada de l'espace à la 95e minute. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas perdre et à chaque fois ils sont menés et ils s'arrachent. Alors, effectivement, il y a un moment, ça va lâcher parce que, je pense pas que ce soit en demi-finale de Coupe d'Europe, mais en championnat, il y a un moment, ça va lâcher parce que là, miracle sur miracle sur miracle, ils sont champions, ça va être compliqué de continuer à se motiver et tout. Donc voilà. Donc je sais pas, mais en tous les cas, le Bayern montre encore qu'il a énormément de caractère. Et donc va probablement aller ça va être compliqué de les tuer, quoi. Je veux dire, ceux-là, il faut vraiment leur en mettre 3 pour passer, quoi. Mener 3-0, sinon tu passeras jamais parce qu'ils reviendront toujours. Et la Roma a fait un match nul un peu pas terrible ce week-end. Et je pense que eux, ils ont eu le syndrome du je veux pas rater la demi-finale d'Europa League. Pourtant, ils se battaient ils se battent pour la Ligue des Champions. Donc voilà, donc c'était important contre Naples. Naples qui a plus grand chose à jouer. Mais bon, ils veulent... la première de Cannavaro, je suis désolé, c'était contre l'Udinese, je sais pas pourquoi je parle de Naples, mais Naples aussi a fait un match nul piteux, donc voilà, excusez-moi. Donc oui, et contre l'Udinese, la première de Cannavaro, effectivement, ça a peut-être eu un truc, mais l'Udinese, de toute façon, cette saison, a toujours été relou à jouer. Hein. Ils sont pas très bons, ils marquent pas beaucoup de buts, mais ils sont super relous à jouer. Donc voilà. Donc, bref... la Roma, je trouve, a pas forcément fait une super préparation comparé au Bayern qui, lui, a encore montré sa capacité de réaction et ça commence à les convaincre qu'ils sont invincibles, en fait. Donc ça, faudra faire attention pour la Roma. Mais la Roma a beaucoup plus d'expérience que le Bayern ces derniers temps. Hein. Ils ont gagné la Conference League, ils ont fait finale d'Europa League l'année dernière. Là, ils sont en demi-finale d'Europa League encore, donc ça commence à devenir leur maison, ces deux coupes-là. Donc ça peut jouer aussi, ça peut jouer. Je sais pas, j'ai pas vraiment de pronostic. Bayern-Roma, c'est vraiment pour moi très indécis. Donc voilà, mais bon. Si les arrêts de jeu n'existaient pas, les Leverkusen n'auraient pas été champions après le Fergie Time, le Alonso Time. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ils ont marqué un nombre de buts de ouf. De toute façon, ils ont plus du tout de maîtrise en championnat d'Allemagne. Sur les 6 premiers mois, ils étaient ultra dominants. Ils mettaient des roustes à tout le monde. Depuis la fin de la trêve, la reprise après la trêve, c'est beaucoup plus à arrache. Ils sont pas aussi sereins qu'avant. Hein. Tout est un petit peu à l'arrache. Donc voilà. Donc oui, effectivement. C'est compliqué, mais ils veulent pas lâcher l'affaire. Donc voilà. Et effectivement, ils ont marqué un nombre de points dans les arrêts de jeu, c'est phénoménal, c'est stratosphérique. C'est même plus que le Fergie Time, parce que là c'est tellement récurrent chaque journée, en fait, c'est hallucinant.
Naples joue à domicile quand même. Oh non mais Naples ils sont en roue libre, c'est la fête, il n'y a plus rien. Petite info Ligue des Champions, si l'Atalanta ou la Roma gagnent l'Europa League et sont donc déjà qualifiés par le biais du championnat, on pourra avoir 6 clubs italiens en Ligue des Champions et, j'irai même plus, 10 clubs italiens en Coupe d'Europe, tout confondu. Ce qui serait une très grande première pour le football européen, bien sûr, parce que c'est la première saison où il y a des gens qui ont 5 clubs qualifiés directement en Ligue des Champions, et en l'occurrence l'Italie, c'est sûr, c'est joué. Là pour l'instant, maintenant ça joue entre l'Angleterre et l'Allemagne pour la 2e place au classement UEFA. Donc voilà, l'Italie c'est sûr aura 5 clubs en Ligue des Champions la saison prochaine, et potentiellement 10 clubs en Coupe d'Europe. Ce sera le premier pays à jamais avoir autant de clubs qualifiés en Coupe d'Europe. Encore une fois, j'aimerais beaucoup vous dire autre chose, mais j'essaye vraiment d'être objectif, mais je suis obligé de le dire. Ça prouve encore une fois la densité du championnat d'Italie, et ça pourrait être la même chose d'ailleurs pour l'Allemagne, si le Bayer Leverkusen gagne l'Europa League, et que l'Allemagne termine 2e au classement UEFA, ils auront 5 clubs qualifiés, et donc la 6e place potentiellement sera qualifiable pour l'Europa League, pour la Champions League. Donc voilà. L'Udinese, ils sont relégables. Oui, justement, quand tu rencontres une équipe relégable, c'est relou quand même. Donc voilà. En Serie A, on parlait du chat noir Harry Kane pour le Bayern. Que dire du gardien de la Salernitana, Costil, 3 saisons, 3 descentes avec 3 clubs différents, Bordeaux, Auxerre et donc Salernitana. Lui, c'est l'anti-Coman. C'est l'inverse de Coman, Costil. Là, il est sur un trend. Je sais pas quel directeur sportif va le recruter l'année prochaine, mais il aura encore une fois des sacrés cojones. J'espère que la Roma gagnera la finale contre l'Atalanta. Oh là là, c'est moche ça, Pipovici. Ça serait magnifique pour De Rossi. La Roma est une grande équipe qui progresse énormément. Elle me fait penser au Milan de Pioli. Oui, c'est vrai. C'est un peu, c'est un peu dynamique comme ça. Et puis il commence à mettre vraiment une bonne énergie. Je sais pas. En tous les cas, c'est vrai que la Roma est charmante. Après, l'Atalanta, ce serait bien aussi, mais c'est clair que la Roma, avec la finale de l'année dernière, mériterait plus, on va dire. Mais c'est clair que ce serait bien d'avoir un Atalanta-Roma en finale. Je suis tout à fait d'accord pour la Serie A, pour le football italien. Donc voilà, le Milan de Lopetegui, vous le voyez bien. Enfin, je veux dire. Ouais. Et toi, tu rigoles pour l'instant parce que tu crois que t'as Thiago Motta au JCRM, mais c'est pas gagné. Peut-être que Ibrahimovic va aller le menacer et va l'engager au Milan. Moi, j'y crois encore. Thiago Motta au Milan, ce serait pour moi vraiment le choix, le meilleur, mieux que De Zerbi, mieux que je sais pas Conte, mieux que qui tu veux. Je préférerais Thiago Motta. Même s'il semblerait qu'il ait un accord avec la Juve, c'est pas encore signé. Donc tout est possible. Tu peux encore te taper Allegri l'année prochaine. Si on prend De Zerbi, je vous laisse Motta. Vas-y, ça va être génial. Tu vas gagner 6-2 et le match suivant, tu vas prendre 8-4. Donc c'est De Zerbi, quoi. Mais De Zerbi, c'est tellement l'antithèse de la Juve que je pense que ce serait complètement hallucinant de voir arriver De Zerbi sur le banc de la Juve, parce que c'est l'inverse de Fino Laffiné. C'est-à-dire que tu prends ton mantra, tu le retournes complètement, c'est De Zerbi. Donc bref. Ça me rappellera mes saisons Bielsa à Marseille, absolument, j'aime bien. Ah oui, c'est clair, mais c'est tellement pas la philosophie de la Juve, ce genre de coach, quoique Motta, bon. Mais Motta quand même, il est pragmatique, je trouve, c'est moins foufou que De Zerbi. Motta, il cherche un équilibre quand même dans ses équipes. De Zerbi, il assume le déséquilibre. Donc c'est complètement autre chose. Après, on l'a jamais vu avec des joueurs talentueux, parce que les joueurs de Brighton, c'est quand même des pompes à vélo, comme disait Okutonujo, del pompas del bicicleta. C'est n'importe quoi. Donc bon, faudra peut-être le voir avec des grands joueurs un jour et se dire, le déséquilibre est comblé par le talent des joueurs. C'est possible. Donc voilà, je sais pas. Bref, on a fait le tour des demi-finales, ça nous a pris 1 heure, mais c'était bien. On va quand même passer vite fait sur Liverpool. La fin de règne de Jürgen Klopp se termine en eau de boudin. Une coupe de la Ligue, et puis ce sera tout, parce que il y a eu encore une contre-performance ce week-end, et une contre-performance qui a montré un petit peu les tensions qu'il pouvait y avoir dans le groupe
de Liverpool avec cette altercation qu'il a eue avec Mohamed Salah, qui n'aurait jamais eu lieu les autres années, je pense. Donc voilà. Bon, bah là, quand tu as 5 points de retard avec 2 matchs en avance, ou un match en avance, je sais plus, tu sais que c'est terminé. Quand tu joues contre Manchester City en championnat d'Angleterre, probablement c'est terminé. Arsenal continue, eux, à mettre la pression en plus, donc en plus, eux, ils creusent aussi l'écart. Donc ouais, non, c'est terminé pour Liverpool pour le championnat, c'est terminé pour la Cup pour Liverpool, c'est terminé la Ligue Europa, et pas de super manière en plus, c'est-à-dire ils se sont fait fesser cul tout rouge par l'Atalanta. Donc voilà, c'est quand même une fin de règne douloureuse, et franchement, ça m'aurait étonné que ça soit différent. C'est toujours très compliqué d'annoncer. J'ai rarement vu un coach qui a annoncé que c'était ça, qu'il allait partir en cours de saison, et pour qui ça se termine bien. On le voit encore avec Pioli, enfin même s'il l'a pas vraiment annoncé, mais on l'a annoncé pour lui. On le voit aussi avec Allegri. C'est pas non plus super, quoique bon, ils vont quand même en finale de Coupe d'Italie, mais voilà, souvent en fait ça démobilise un petit peu tout le monde, parce qu'ils se projettent déjà dans le futur, ils se demandent même s'ils vont pas partir du club, ils se disent bon bah de toute façon à lui j'ai plus rien à lui prouver, donc j'en ai rien à foutre pour la saison prochaine, en gros il est content, il est pas content, moi j'en ai rien à foutre. Donc c'est assez complexe, même si Jürgen Klopp pensait avoir une relation vraiment spéciale avec son groupe, bah pas tant que ça finalement. C'était aussi une relation de performance, et quand tu annonces que tu vas t'en aller, bah tu mets fin à la performance, et c'est assez compliqué. Donc voilà. L'après Klopp au Condé, son remplaçant, c'est bon. Ouais, c'est l'entraîneur du Feyenoord, Arne. Et ouais, ça peut, franchement, bah en tous les cas, c'est totalement dans le genre de pari que Liverpool prend. Donc ça peut très bien marcher. Ça peut aussi être un flop intersidéral. Hein. Je me souviens encore de David Moyes qui faisait des miracles avant d'arriver à Manchester United, que Sir Alex Ferguson avait pris un peu comme son fils spirituel, écossais comme lui, une petite équipe comme il avait à Motherwell, où il avait fait des super performances et tout. Et puis il est arrivé à Manchester et c'était un flop. Donc Arne, ça fait quand même plus de temps qu'il a de bons résultats avec le Feyenoord, mais quand il aura des joueurs qui coûtent 100 millions d'euros sous ses ordres et qu'il faudra prendre des décisions difficiles, eh ben on verra si la fin de règne de Mohamed Salah, bah forcément, hein, tu vas plus le faire jouer tout le temps. T'as vu comment il a réagi avec Jürgen Klopp. Toi, t'es Arne, il te connaît pas, t'inquiète que voilà, c'est quand même un des meilleurs joueurs étrangers de tous les temps en première ligue. C'est pas le petit joueur du coin. Donc ça va être compliqué. Mais bon. Oui, c'est pour ça que l'Atalanta va corriger l'OM. Ils l'ont fait avec Liverpool. On verra. Écoute, on verra. Mais c'est très possible. Hein. Moi, je pense. Hein. Mais bon, après, on sait jamais dans le football. Et cet OM est très surprenant. T'as toujours l'impression qu'ils sont morts, mais finalement, ils s'en sortent. Même contre Benfica. Bon, même si c'était un match vraiment pourri contre Benfica. Les deux, d'ailleurs. Mais bon, bref, ils s'en sortent. Liverpool, en tous les cas, ça s'achève pas très bien pour Jürgen Klopp. La fin de saison va être longue, très très longue, à regarder la télé, en milieu de semaine, et puis le week-end, attendre de voir qui va gagner entre Arsenal et Manchester City. Donc voilà, le psychodrame aussi à régler avec Mohamed Salah, même si Jürgen Klopp après le match a dit que c'était réglé. Mais bon, voilà, ça va être une fin de saison assez longue. Et enfin, on va parler un petit peu du 20e. Le 20e, je l'ai mis entre guillemets parce que vous savez que au JCRM, par exemple, pense que l'Inter a 18 titres. Parce que forcément, ils en ont récupéré 2 de la Juve. Donc voilà. Après, on a tous son avis là-dessus. Je pense que c'est légitime que la Juve se soit faire tirer ses titres pour tricherie, ça y a pas de problème. Mais je trouve ça bizarre que une équipe qui l'a pas gagné réellement sur le terrain récupère les titres. J'ai toujours trouvé ça bizarre, et c'est pas parce que c'est l'Inter. Par exemple, en 93, c'est normal que Marseille se fasse retirer son titre, parce qu'il y a eu au MVA, et que probablement c'était pas le seul.
Et c'est normal que Paris n'ait pas récupéré le titre, alors qu'ils étaient deuxième du championnat. Moi, je trouve ça normal. Donc voilà, parce que ils l'ont pas gagné sur le terrain, donc ils les récupèrent pas. Mais après, chacun voit midi à sa porte, c'est comme ça. Donc le 20e titre de l'Inter a été fêté sur le terrain du Milan. C'était une des pires soirées de mon histoire de supporter milaniste, même probablement la pire, avec, on va dire, la finale de 2005 de Champions League contre Liverpool. Donc ouais, c'est jamais arrivé en 125 ans. En plus, la Primavera avait perdu 3-0 en finale de Youth League contre l'Olympiakos dans l'après-midi. Donc c'était une des pires soirées, je pense, même journée de l'histoire du Milan. Et ça n'empêche que il faut bien dire que l'Inter a outrageusement mérité son titre. C'est la meilleure équipe d'Italie. Vraiment une équipe ultra complète, très très mature dans toutes les lignes. Franchement, c'est une équipe ultime. Et moi, je reste complètement persuadé que cette équipe avait été largement plus forte que les 4 équipes qui sont en demi-finale à l'heure actuelle de Ligue des Champions. Sauf peut-être le Real. Mais sinon, j'ai l'impression qu'ils sont bien plus forts. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid. C'est vraiment le regret de ma saison. Enfin, si j'étais supporter interiste, mais même en tant que, on va dire, suiveur du football européen, c'est cette équipe-là que je voulais voir en demi-finale, là, contre le Real ou contre le Paris Saint-Germain, parce que je pense sincèrement que cette équipe a tout pour gagner la Ligue des Champions. Elle est ultra mature, elle est ultra forte. C'est franchement, il y a des joueurs que je déteste dans cette équipe, mais je les déteste parce qu'ils sont trop forts en fait. Donc très clairement, je peux pas dire autre chose. Donc voilà, c'est une équipe. Je pense que c'est la meilleure équipe. Parce que le Napoli était extraordinaire à voir jouer la saison dernière, mais tu savais qu'ils étaient en surchauffe. En fait, c'était sûr. C'était pas comme si peut-être qu'ils sont en surchauffe. Leurs joueurs, ils sont pas aussi forts que ça. Lobotka, c'est pas aussi fort. Anguissa, c'est pas aussi fort. Kvaratskhelia, j'y ai cru, mais c'est pas aussi fort. Osimhen, je respecte, il est très fort. Mais c'est à peu près tout. Tous les autres, tu savais qu'ils étaient en surchauffe de fou, quoi. À l'Inter, tu sais qu'ils sont pas en surchauffe. L'année prochaine, ils te refont la même chose si on les enterre toujours pas avec leurs 600 millions de dettes. Parce que ça aussi, c'est un problème. Il faut se poser la question. Il y a un moment donné, est-ce qu'une équipe qui a autant de dettes peut concourir dans le championnat d'Italie sans avoir aucun problème et continuer à gagner des titres, recruter des joueurs, alors toujours à paramètre zéro, mais avec des salaires de l'espace, encore la Taremi cette fois-ci, etc., etc. Tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi le fair play financier? À quoi ça sert, vu que de toute façon, tu es surendetté, personne veut te racheter ton prêt, t'appartiens même plus à Zang, t'appartiens à on sait pas qui, et tu continues à gagner des titres. Donc, ça n'empêche, ça c'est le volet économique. De l'autre côté, ça change pas que l'équipe que Marotta a construite est une équipe ultime. Et j'espère que l'année prochaine, pour le football italien, même pour les supporters de l'Inter, ils montreront en Ligue des Champions de quoi ils sont capables. Parce que c'est pas possible, en fait. Moi, c'est un accident incompréhensible ce qui s'est passé contre l'Atlético, je ne comprends pas. Donc encore maintenant, je les ai encore vus jouer hier, tu te suis dit mais c'est pas possible, cette équipe, la puissance qu'elle a, la maturité qu'elle a, la technicité, la verticalité, tout, ils savent tout faire, c'est hallucinant. Je vais faire un petit tour dans les commentaires parce que je vois que ça commente pas mal. Tac. Dumfries, il a signé son arrêt de vie. Théo va se le faire la saison prochaine au derby. Alors, moi, j'ai un avis là-dessus. Je sais pas si tu te souviens, mais quand Milan a gagné le titre, la célébration, les interistes, ils ont pris ultra cher. D'ailleurs, Théo et je sais plus qui a pris une amende de la part de la Ligue pour des insultes, bref. Et moi, je trouvais ça marrant. Parce qu'ils y vont très très fort à Milan, mais toujours bon enfant, il n'y a jamais de violence, il n'y a rien du tout, mais en revanche, la chambre, c'est pas pour rigoler. Et là, l'affiche de Dumfries, où il tient en laisse Théo Hernandez mode GTA, mais j'ai trouvé ça excellent et il faut que ça continue. J'adore ça et je veux que ça se règle sur le terrain, mais que ça se règle en jouant au football, pas en se prenant des cartons rouges comme il l'a fait là sur le dernier derby. C'est pas comme ça qu'on règle ça. Dans les derbys de la Madonnina, on montre qu'on est le meilleur sur le terrain en marquant des buts, en éteignant son adversaire.
Et ça, moi, il y a pas de prix. Le derby de Milan, il a pas de prix pour ça, parce qu'en fait, c'est le derby le plus, on va dire, le plus trash et en même temps fair play du monde, vraiment. C'est-à-dire que pendant les derbys, tu peux être avec ton maillot du Milan à côté de quelqu'un de l'Inter, t'insulter dans les champs, mais comme jamais, et t'embrasser à la fin du match, quoi, en fait. Donc c'est vraiment top. Enfin, je sais pas, Pipovici, si t'as vécu ça, mais moi, je l'ai vécu, c'est fantastique. Donc voilà, moi, j'adore cet esprit, et il faut que ça continue. Et quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, mais ça va être génial. Le prochain derby de la saison prochaine, la rencontre entre Dumfries et Théo, mais elle va être mythique. Ça va être splendide. Et c'est ça qu'on veut. Enfin, moi, personnellement, c'est ça que je veux, quoi. Je suis ultra content qu'il y ait ce genre de choses et que ce soit permis. Et j'espère qu'il va pas y avoir de suspension pour Dumfries et tout, parce que ça va. En fait, on n'est pas dans un monde. Moi, le monde aseptisé, il me gonfle, en fait. Donc, voilà. Je vous le dis. Donc, moi, ça me fait marrer que ça chambre comme ça. Tant qu'il n'y a pas de violence, je trouve ça vraiment marrant. Donc voilà. Quadrado qui après 8 ans à la Juve et qui chante si vous ne sautez pas vous êtes Bianconeri, bah ouais non mais ça c'est clair. Quadrado de toute façon il a vendu son âme. Hein. Alors, lui bon moins que Çalhanoğlu mais enfin on est dans les mêmes eaux à peu près. Pipovici il va déjà se le faire à l'Euro France-Pays-Bas effectivement déjà ça va être la fête. Aile droite aile gauche ça va être la fête. Au JCRM bien vu j'y avais pas pensé. Les gros clubs peuvent toujours se le permettre car ils vendront toujours des maillots, billets, etc. Ah non, mais oui, mais enfin là, l'Inter, ils peuvent pas. Hein. Ils gagnent pas assez d'argent pour le trou qu'ils ont, hein, mon cher Okutonujo. J'aime beaucoup ce chambrage, on sait qu'on va se régaler. Barella, il s'est fait dessus devant Théo, par contre. Ouais, bah oui, Barella, quand même, c'est quand même pas le plus gros modèle. Hein. C'est plutôt un petit modèle de poche. Bah, en tous les cas, bon, l'Inter a mérité son titre. Ils ont dominé de la tête et des épaules cette Serie A. Ils sont champions au mois d'avril. Ils ont tout à fait raison. Voilà. Ils ont tout à fait raison. C'est logique. Donc voilà. Bravo à l'Inter. Bravo pour la 2e étoile. Vous êtes le premier club à l'avoir. Excepté la Juve, hein, bien sûr, de Milan en tous les cas. J'espère que la saison prochaine, Milan rajoutera une 2e étoile aussi. Et voilà. Ce que je pourrais dire avant de partir, c'est juste que nous, on a récupéré des types de personnes. Si on est une 2e étoile, on l'aura mérité. Donc, voilà. Je suis obligé de dire un truc, hein, je peux pas rester comme ça. Donc voilà. Et puis le 12e du Paris Saint-Germain aussi, hein, quand même. 12e titre du Paris Saint-Germain, c'est énorme. C'est bien sûr le club français le plus titré en championnat. Et ça commence à devenir vraiment impressionnant. Donc voilà, on peut effectivement féliciter le Paris Saint-Germain pour ce titre. Comme on l'a dit au début du podcast, voilà, un titre qui a été gagné à 24. Donc chapeau, bravo, félicitations au Paris Saint-Germain, félicitations à l'Inter, félicitations au Bayern. Et puis bientôt, probablement la semaine prochaine, on va avoir l'Espagne. L'Angleterre, je pense, ça va durer un petit peu plus, à mon avis. Donc, tant mieux d'ailleurs, c'est cool. Juve Milan, une purge, ouais, absolument. C'était le chant du cygne hein, entre Allegri et Pioli, deux coachs. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai adoré Pioli. Je peux pas dire le contraire, même si j'étais contre lui. Ça m'a fait marrer, d'ailleurs, quand j'ai signé la pétition Lopetegui hier. Je me suis dit, t'étais exactement dans la même situation en 2019 quand Pioli est arrivé. Et maintenant, 4 ans après, je dis que Pioli a un super bilan avec le Milan, même si sa fin de règne est un petit peu chaotique. Donc, voilà. J'aimerais beaucoup, dans 4 ans, dire que Lopetegui était un super choix et que je me suis encore trompé. Voilà. En même temps, si j'étais directeur sportif, ça se saurait. donc je suis pas directeur sportif. Je suis chroniqueur dans Buenos Aires Calcio. donc voilà. Mais en tous les cas, Lopetegui, j'ai vraiment l'impression que ça va pas le faire. Donc bon, bref, on verra. On verra bien. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment très 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 agréable de parler avec vous de football. C'est toujours un plaisir. Franchement, je le répète, moi je fais ça pour la passion du foot. Je fais ça pour partager ma passion avec des gens qui sont passionnés de football. J'espère que ce que je raconte, ça vous intéresse. Des fois ça vous révolte, mais au moins ça vous fait réagir. C'est tout ce que je cherche. Et je continuerai tant qu'il y a des gens qui ont envie de partager ma passion avec moi. C'est ça que je veux faire tous les lundis soirs. Et je suis très très content de le faire. Et je suis très fier que vous me fassiez confiance et que vous veniez discuter de football avec moi parce que ça veut dire que voilà, vous aimez ce que je fais, vous aimez en discuter avec moi. Ça veut dire aussi que vous pensez peut-être que je suis ouvert dans mes avis du foot. Donc c'est cool. En tous les cas, sachez que moi c'est vraiment
vraiment un plaisir tous les lundis de vous retrouver tous, soit dans les podcasts, soit en streaming vidéo, soit en live directement sur Twitch et YouTube tous les lundis à 20h. Et en tous les cas, voilà, on se retrouve lundi prochain pour débriefer les demi-finales allées de Coupe d'Europe, donc ça va être fantastique, et peut-être la suite et la fin du championnat d'Espagne, la bataille d'Angleterre qui va continuer, donc plein de bonnes choses à venir lundi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée, et puis bah vraiment, n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.